Secure, épisode, disons, on va dire technique. Je suis avec Michael. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien aussi. Nous sommes au Nordsac. Et comme la tradition veut et que tu m'as chèrement rappelé, la dernière fois, on avait enregistré justement son expérience de l'usage du AI dans un contexte de CTF. C'était dans un contexte où c'est encore des outils peu développés, peu matures par rapport à ce qu'on a maintenant. Les choses ont avancé. Je pense que c'est il y a 2 ans plus tard. On est dans un autre contexte. Et justement, tu as appris des contextes ou des choses, puis j'ai l'impression que tu vas peut-être les utiliser également. Ça ressemble à ça un petit peu, puis j'ai été très content en fait de voir que l'évolution n'est pas juste dans l'industrie, et pas juste à un niveau... comment je pourrais dire ça? On le voit de plus en plus, je pense, se développer, surtout aux États-Unis, les outils qui se développent côté AI, puis les intégrations sont de plus en plus cool, de plus en plus automatisées, de plus en plus, ça vient quasiment avec un système de permission, quasiment pour leur dire hey, touche pas à ça, fais pas ci, fais pas ça, ou demande-moi, exemple, la permission pour aller sur Internet, faire certaines actions. Où est-ce que ça devient intéressant? C'est où est-ce que dans notre contexte actuel, que l'on parle d'un contexte d'aller faire un CTF, de pouvoir avoir accès à un prompt qui nous dit, ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis de pouvoir donner des instructions, exemple, comme désassemble-moi cette application-là, mets des labels pour les fonctions, mets des labels pour tout ce qui est statique, ainsi de suite. Puis de pouvoir utiliser ce que le AI peut faire d'une certaine manière, on se dit, je pense que tout le monde a une idée de ce que ChatGPT, exemple, est capable de faire aujourd'hui. Mais je pense que personne n'a réalisé encore le plein potentiel de pouvoir dire, ben écoute, voici les outils que je veux que tu utilises, voilà comment je veux que tu les utilises, puis dans quel ordre. Ça commence à vraiment faire son apparition, puis ça commence à être, je pense, étourdissant. J'ai vu des démos assez impressionnantes de carrément le prompt. Ça part d'un prompt, puis il y a une application complète qui apparaît au bout. Là, c'est plus juste du blabla de comme ça peut arriver, ça peut se faire. C'est rendu une réalité. On s'entend, il n'y a pas si longtemps, en plus, je me rappelle la révolution, je pense, de Claude 3.7, qui était comme un peu un boom dans l'industrie de comme wow, enfin un AI qui est capable de comprendre du code puis de comprendre le côté programmation un petit peu, si on peut dire, comme du monde. Là, on parle de totalement autre chose. Hein. C'est que si tu es capable de pouvoir expliquer qu'est-ce que tu veux concrètement, puis que le AI est capable d'interagir avec un set d'outils qui est programmé en conséquence, ça ouvre des portes vraiment assez intéressantes à comme OK, j'ai ça à faire. Si je suis capable de faire une liste, ben l'AI est capable de passer à côté puis quasiment faire la job. Là. Puis là, je trouve ça encore plus intéressant parce qu'on rentre dans un contexte de CTF que je pense qu'un petit peu, ça serait du jamais vu, mais je serais bien curieux de voir des intégrations de comment que le monde va s'en servir pour justement peut-être avoir un avantage. La dernière fois, on parlait d'un avantage par rapport au AI, puis c'était encore très loin de ce que c'était aujourd'hui. Là. Ouais, parce que tu avais ton expérience, c'est que ça n'avait pas eu vraiment tant d'effet que ça. C'était très marginal comme situation. Plus que les outils n'étaient pas encore très matures à cette époque-là. C'est pour ça qu'on réitère là-dessus. Maintenant, dans un contexte un peu ce que tu mentionnes, dans un contexte d'agent aussi, d'agent autonome dans lequel tu peux lui dire d'aller exécuter des choses et qu'il va aller effectivement faire ça. Puis là, genre, tu as allumé quelque chose que j'avais même pas figuré parce que, comme tu dis, on est capable de développer du code avec ça maintenant de façon quand même assez efficace. Ils appellent ça du vibe coding, mais en tout cas, bref, quand on est capable de le faire comme il faut, ça donne quand même un résultat très intéressant. Et là, on pourrait décompiler également de ce côté-là. Et la décompilation est un travail beaucoup plus aride que de créer du code. Donc, si on a un agent qui est capable de nous aider à décompiler de façon plus rapide, moins aride, on a un gain qui est énorme en termes de capacité de reverse engineering. Donc, dans un contexte de CTF, d'avoir un avantage énorme sur nos adversaires ou nos concurrents qui n'ont pas pensé à utiliser ce genre d'outil-là ou qui n'ont pas la capacité de l'utiliser de cette façon-là. Exact. Puis je vois aussi de plus en plus des outils comme Kaido, justement, qui est un bon exemple, qui permet justement l'intégration de plugins ou de add-on, justement, ça ouvre la porte à tout ça, de dire, ben écoute, j'ai l'équivalent de mon burp qui est là, puis que je peux lui dire, ben écoute, voilà un plugin qui est capable de parler avec mon AI ou avec mon prompt pour recevoir des instructions. Et où est la limite rendue là de comment que le monde va être ingénieux de créer pas juste des solutions de sécurité, mais comme résoudre des énigmes ou des problèmes que finalement, avant, tu aurais pu passer la fin de semaine au complet au Nordsac à piocher sur un challenge ou sur un track
vraiment pour apprendre quelque chose, quand que là, ben, tu peux peut-être avoir le set d'outils qui suit derrière. J'ai hâte de voir la prochaine génération un petit peu vers où est-ce qu'elle va s'en aller. Comment que le monde va le rajouter dans leur toolset ou puis comment que ça va faire son chemin justement à travers des équipes de sécurité puis de voir comment que comme les toolsets vont devenir intéressants puis les communautés qui vont en émaner dans un sens. Quand on regarde juste les tools de reverse qui sont déjà assez incroyables, j'ai hâte de voir avec ça. Là, parce qu'on s'entend le trois quarts de la job, bien souvent, quand on parle exemple de reverse engineering, c'est comment annoyer le hacker. Tu veux empêcher quelqu'un de reverse engineer dans un sens. Fait que, là, on vient d'enlever tout le côté poche ou le côté long et insidieux de pouvoir dire hey, écoute, faut que je passe mon après-midi à reverser quelque chose pour comprendre comment ça marche. Mais là, tu es capable d'avoir un process qui fait brrrr, voilà le résultat de ce qui a été fait. Toi, tu as été identifié déjà, puis tu ne perds pas ton temps finalement. Là, ça a un très gros impact, je pense, dans l'industrie, puis ça va être très cool de le voir comme l'impact que ça peut avoir justement sur un capture the flag. Ben oui, ça va être intéressant de voir sur le capture the flag, puis ça va être intéressant de voir aussi comment les concepteurs de capture the flag vont être capables de naviguer là-dedans. Si on voit l'effet au niveau de l'école, on en parle beaucoup, le fait qu'il y a beaucoup de papier maintenant, que les jeunes n'utilisent que ça pour faire leurs travaux, donc ils ne travaillent plus vraiment, puis donc on fait ce genre de choses-là. Donc l'école doit commencer à s'adapter, à changer son approche d'enseignement pour pas lutter contre le AI, mais faire qu'on maintienne encore le processus d'apprentissage malgré la présence du AI qui est là. Donc les CTF aussi devront continuer à avancer malgré ça, parce qu'il y a quand même, à terme, si on ne le fait pas, ben, on vient de perdre le plaisir du CTF, parce que le plaisir du CTF, au-delà du feed technique, il y a quand même tout le plaisir de faire ça, de le puzzle et de travailler avec. Et si on fait juste déléguer ça à la machine, ben ça vient retirer l'essentiel du plaisir. Pourquoi on fait ça? Là? Sinon, on n'irait pas passer 48 heures genre sur le Red Bull puis essayer de faire des affaires si on n'avait pas de plaisir à le faire. Il y a ça aussi là-dedans. Fait qu'il faut trouver, voir comment l'équilibre va continuer à se faire à travers le temps. Ben, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Je pense qu'il va y avoir une portion peut-être un peu plus sociale. Puis, tu sais, pour avoir fait partie d'une des teams, justement, qui a gagné il y a quelques années le NordSec, c'est plate à dire, là, mais quand tu es au sommet du monde du CTF, c'est plate, là, mais c'est même pas social, c'est même pas le fun. C'est juste compétitif. Tu sais, c'est comme. T'as la passion d'être numéro 1, t'as la passion, justement, de soulever les challenges le plus vite possible. Puis, t'as probablement la meilleure équipe autour de la table, mais d'un contexte, tu n'as plus l'élément social, justement, de t'asseoir avec une bière, à prendre quelque chose, piocher sur quelque chose, ou d'être 2-3, justement, à brainstormer puis trouver une solution à un problème. Tu n'as plus cet élément-là. Fait que pour ce monde-là, qui apprennent plus vraiment quelque chose, sont plus sur le pilote automatique. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, dans un sens qu'il y ait comme une délégation, parce que la personne qui ne connaît pas le sujet ne sera pas forcément plus autonome à arriver. Parce que le prompt, tout seul, exemple ChatGPT, ne viendra pas résoudre le challenge. Puis c'est un petit peu ce qu'on disait tantôt, le côté marginal de la chose qui est encore c'est très limité en capacité versus si tu es capable d'attacher les outils puis de les hooker correctement, là, c'est quasiment une infinité, mais ça va quand même prendre le gars qui connaît son sujet puis qui arrive puis qui fait son set d'outils prêt pour un challenge. C'est là que je pense que ça va faire une différence. C'est que comme ça va permettre à ces équipes-là, normalement, qui n'ont pas de social, que c'est plus let's go, on veut être top du leaderboard, on veut gagner. Je pense que ça a peut-être ouvrir la porte à avoir un peu plus de fun côté humain, de pouvoir justement interagir entre eux puis partager un peu plus pendant l'événement et non juste être en mode compétitif. Ça serait très drôle. Ben, moi, je trouve l'idée très amusante de dire que la machine va nous rendre plus social. Là. Dans le fond, à l'heure actuelle, c'est tout l'inverse. Dans les faits, là, dans le monde qu'on vit, puis on le voit, le problème avec les enfants, les interdictions d'usage de téléphone dans la classe, ce genre de choses qui sont justement des réactions au fait que
la sociabilité n'est plus ce qu'elle était à l'époque où on n'avait pas vraiment de cellulaire dans les classes. C'est-à-dire que le AI va nous rendre les CTF plus sociables. Je trouve ça, je suis quand même, c'est quand même audacieux comme idée, là, disons. Ben, je vais aller peut-être un peu plus loin pour expliquer l'idée, là, parce que c'est quand même, c'est plus le concept que, je pourrais prendre l'exemple il y a une track de challenge qui est un petit peu trop facile pour l'équipe, tu sais, que finalement, là, tu ferais tous les steps un par un, puis tu le ferais. Ben, c'est des heures peut-être que tu vas passer à travers de la track. Que là, si tu aurais l'outil que tu sais déjà quoi faire mécaniquement, que c'est un humain qui le fait, puis qui prend l'après-midi, exemple, pour passer à travers une track, s'il est capable de le passer à son outil AI et qu'il le fait en parallèle, ben cette personne-là va peut-être avoir plus de temps pour plonger sur un sujet qu'elle ne connaît pas. Puis là, avoir besoin de brainstormer avec les autres autour, c'est un petit peu ce côté social-là où ce que je veux en venir, que tu sais, la personne, à place de se plonger dans ce qu'elle connaît par cœur, elle va faire broup, elle va automatiser ce qu'elle connaît, puis elle va avoir justement la chance de jumper sur quelque chose qu'elle connaît pas. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Ben oui, c'est un peu le but du CTF. Puis c'était d'ailleurs une de mes grandes critiques quand j'en faisais encore jadis naguère, que c'était très synthétique à cette époque-là aussi. Ça l'est moins maintenant. Bien heureusement aussi, les styles ont changé, ont évolué énormément. Et essentiellement, ma critique, c'était que comme c'était des CTF synthétiques, c'était toujours à peu près les mêmes genres d'attaques. Donc, les gens étaient venus comme genre, tu deviens super bon sur toutes tes attaques. Donc, tu faisais juste rouler un toolset. Tu savais déjà, en fait, tu étais très bon, mais c'était très mécanique. Ça n'avait rien à voir avec, disons, maintenant, si on regarde le landscape des attaquants, ben, on n'était pas dans cet univers-là. C'est pas parce que tu étais bon dans CTF que tu étais bon pour casser un réseau d'entreprise ou tu étais bon pour faire ça. Tu étais juste bon pour rouler dans un CTF qui n'avait rien à voir avec le réel. Là. Fait que donc, ça, moi, puis ça, il y a quoi, il y a 25, 30 ans de que je suis allé là-dessus. Puis les choses ont évolué. Puis j'ai contribué avec le Hackfest dans les premières années à changer les CTF pour les rendre moins comme ça. Puis Martin Dubé a été beaucoup travaillé sur ces idées-là. Il était d'ailleurs un peu fou de le faire, mais ça a donné des résultats qui sont fantastiques. On arrive dans des contextes comme ça, mais là, à ce moment-là, d'arriver dans un élément comme ça, tu viens à dire qu'il y a encore beaucoup de synthétique. Donc, le robot, donc le AI va être capable de passer à travers les challenges synthétiques. Ça veut dire qu'on reviendrait essentiellement à des challenges plus collaboratif parce que j'avais Martin ce matin qui m'en parlait puis ça m'a rappelé toute cette époque-là jusqu'au premier CTF où moi j'ai été j'étais un des initiateurs de l'idée des espèces de maquettes avec des équipes qui s'attaquent puis des choses comme ça. Donc de plus avoir juste de se frapper à la tête, c'est peut-être ça aussi là, qui va changer la donne si tu veux. Là. Je pense que tu dis. Là. Ben, en fait, je pense que tu viens exactement d'exprimer l'idée audacieuse que j'avais par rapport au social. C'est que justement, on va revenir un petit peu à se casser la tête tout ensemble parce que si chaque personne qui a une discipline X est capable d'automatiser avec l'AI puis de loader leurs outils puis de synthétiser qu'est-ce qui est à faire, puis ils savent quoi faire, ben là, ça devient intéressant. Puis je vais l'amener peut-être dans une autre portion un petit peu reliée à ce que nous, on fait dans le monde du parfum intelligent. Justement, j'avais collaboré avec le Hackfest, je pense, au moins les 3 dernières années, à commencer justement à amener des tracks avec justement côté parfum intelligent pour dire, ben écoute, le track, il va falloir que tu réfléchisses un peu. Là. Plus que oui, le challenge en tant que tel, il est rigide, il est statique, puis c'est pas pour dire que c'est du par cœur, mais tu ramènes l'élément un petit peu que il faut que tu saches ce que tu fais pour explorer sur la machine, puis il faut vraiment que tu comprennes qu'est-ce qui se passe pour bypasser soit le filtre qui est mis en place ou le filtre intelligent. Puis là, ça amène cette complexité-là que je vais être curieux de voir jusqu'où que les outils vont être capables d'aller, en fait. Là. Parce que ça amène vraiment ça met la table, si on peut dire, pour ce qui s'en vient. Je pense côté technologique, autant côté Red Team que Blue Team, de voir, ben écoute, si les outils de l'attaquant sont rendus aussi sophistiqués, aussi automatisés, puis on s'entend déjà, il y a des outils qui existent qui font les choses d'une façon assez automatisée déjà. Quand on check les ransomware qui rentrent dans une entreprise puis qui sont capables de take over, comme exemple, ben là, on est capable d'aller un step au-dessus. Ça veut dire que c'est un peu le temps que les challenges un petit peu deviennent le step au-dessus aussi, de dire, ben écoute, c'est plus juste
quelque chose de rigide finalement qu'on s'attaque. Là. Ben, c'est intéressant parce que tu es en train d'ouvrir la porte, puis un peu ce que tu as fait avec le Hackfest, notamment, justement d'ouvrir avec des outils dits intelligents ou de l'intelligence artificielle à l'intérieur de ceux-ci qui vont évoluer parce que l'outil lui-même va évoluer. Donc, l'attaquant est contraint à se battre contre une machine évolutive, pas contre un challenge statique, ce qui est essentiellement le cas à l'heure actuelle. Les challenges ne changent pas, sont prédéfinis, puis il y a un chemin, puis une réussite à y aller. Donc, il est designé. Mais là, c'est la machine, puis probablement ce que vous avez fait aussi. Puis j'aimerais ça que tu en parles un peu plus loin de ce que vous avez fait avec le Hackfest, justement. Comment l'usage d'un coupe-feu dit intelligent a permis d'explorer ça va probablement donner des métriques intéressantes, mais au-delà de ça, de comment les attaquants ont dû se battre contre une machine qui évoluait, comment ça a donné comme effet? Ben, ça a eu un résultat pas que je m'attendais pas. En fait, j'étais curieux de voir le côté humain de la chose, de voir comment de personnes allaient comprendre ce qui se passe. Parce qu'on s'entend, tu sais, c'est là que tu sépares un petit peu les catégories de joueurs, ceux qui vont casual, justement, qui sont là pour apprendre, pour avoir du fun, puis que c'est vraiment plus social, on va se le dire. Puis ceux qui sont là compétitifs, puis ce qui est arrivé la première année qu'on l'a fait en test, il y a une seule équipe qui a réussi à passer à travers du challenge. Puis c'est du monde qui font ça, tu sais, professionnel, en tous les jours, qui avait un bon sens de l'analyse. Puis si ma mémoire est bonne, je pense qu'ils n'ont même pas réussi à passer toute la track au complet. Ils ont fait comme 90%, puis ils n'ont jamais réussi à se rendre jusqu'à la fin. Puis c'était juste une manière de démontrer vraiment à quel point les connaissances qu'on connaît, je pense, c'est vraiment, ça force un petit peu à se dépasser au niveau de justement juste ce qui est statique qu'on connaît par cœur. Ça pousse à amener un petit peu plus loin. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est quasiment plus le fun comme ça. Ça pousse vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est comme l'exemple de le classique que je pense que j'ai vu trop souvent dans les CTF, craquer un CAPTCHA ou quelque chose de similaire. Tu sais, une fois que tu as compris la mécanique et tout, tu as une certaine compréhension qui se développe, puis il faut après ça faire l'automatisation, tu sais, pour craquer la chose ou pour comme l'automatiser. Je pense que c'est ce genre d'exemple-là qui amène vraiment une compréhension pas mal plus poussée de c'est quoi le skill qui est requis dans un sens pour justement attaquer des applications ou attaquer justement des infrastructures qui auraient ce genre de mécanisme-là, là, si ça fait du sens. Hein? Ben, oui, ça fait sens. Puis c'est parce que, tu sais, puis corrige-moi si je me trompe, c'est-à-dire que tes règles changent. C'est-à-dire, plus tu attaques, plus les règles vont s'adapter à l'attaque que tu fais. Donc, tu te trouves à te pénaliser toi-même en cours de chemin. Donc, tu dois te faire quand même être beaucoup plus prudent. Et si tu as assez de brute forcée, il va juste comme casser comme ça. Là. C'est ça que j'en comprends. Là. Ouais. Fait que ça a demandé beaucoup plus de raffinement de la part des équipes pour arriver à mener à bien la track, là, essentiellement. Là. Exact. Puis de bien comprendre qu'est-ce qui perd. Parce qu'on avait fait exprès dans ces contextes-là de quand même laisser une brèche, laisser quelque chose béante dans un sens, mais qui forçait finalement l'équipe pas juste à comprendre leur attaque, mais vraiment d'analyser le comportement. Vraiment, tu sais, quand on regarde une intelligence travailler, un petit peu la même chose, mais de l'autre côté, de pouvoir dire, ben écoute, hey, ça bloque ça, mais ça bloque pas ça, mais là. Puis là, tu sais, le bon vieux mode security que tout le monde connaît, exemple, dans le web, ben, tu sais, c'est rigide, puis comme, tu sais, les règles sont comme un petit peu cassées déjà d'avance, on peut dire. Ben là, sont limitées, disons, sur la capacité réelle de protéger, là. Exact. Mais ben, tu sais, dans ce contexte-là, c'est facile de se rendre compte que c'est comme c'est un mode security, tu sais, le chemin, c'est du par cœur. Versus quand tu connais pas à quoi tu t'attaques, ça pousse vraiment la compréhension plus loin, puis c'est ça que je trouve intéressant. Parce que ça vient ramener le côté social de ce que je disais tantôt. Ça vient ramener attends un peu, le gars qui connaît ça par cœur, tu sais, puis c'est sur le pilote automatique, il peut plus juste rouler son script puis faire j'ai des flags, non. Il faut qu'il se pète la tête, puis peut-être même qu'il brainstorm avec son équipe autour d'une bière, justement, pour se rendre à destination. C'est important, une bière. Dans le contexte. Dans le contexte du hacking, toujours. C'est toujours très bien. Ça ou le Red Bull, ça y va. Ouais, ça, selon le cas. Ouais. Tu disais, vous l'avez fait 3 ans. Là, tu as parlé de la première année. Il y a juste une équipe qui s'est rendue à 90% de challenge. Les 2 autres années qui ont suivi, ça a donné quoi comme résultat sur sur ces CTF-là? Je t'avouerais qu'on a changé l'approche à chaque année. Okay. Puis comme nos tracks étaient tellement différentes d'une année à une autre,
que c'est vraiment dur. Je pourrais pas faire une corrélation. J'ai plus gardé en note, je sais vrai, la première année, parce que c'était ça le but de la manœuvre, c'était de voir comme il y en a combien là-dedans qui vont réussir à passer à l'autre étape, à aller un cran au-dessus. Parce que je pense que c'est un standard, bien souvent, de mettre une protection. Puis je pense que c'est un classique au NordSec. Tu arrives pour rouler un exploit quand tu sais que c'est ça l'exploit. Puis il y a quelqu'un qui a juste mis une petite règle, juste que ce soit de pare-feu ou peu importe, pour te bloquer. Puis tu sais, le 3/4 du temps, c'est ça qui fait que tu cherches pour pas grand-chose, si on peut dire. Là. Ouais, ben amener vers les gens vers d'autres directions, justement, pour les mélanger un peu. Puis c'est justement un peu tout le fun de ce genre de choses-là. Puis tu peux parler un peu de comment les tracks étaient montés, du moins celles que tu te souviens, là, parce que clairement, il y a peut-être eu un peu trop de bière dans certains, donc peut-être les souvenirs sont moins clairs, là, mais au minimum d'expliquer un peu comment ces tracks-là étaient montés pour justement challenger les personnes à aller plus loin que juste de rouler le script. Là. Ben, en fait, on a eu plusieurs niveaux, carrément, que c'est comme. On essayait de faire des tracks qui étaient très orientés OAS, là, tu sais, que c'est comme on partait avec un Local Fall Inclusion qui t'amène à découvrir autre chose, puis à découvrir autre chose avec une progression. Qu'autant qu'on a fait des tracks applicatifs, que c'est carrément, on a sketché une application qui existait déjà, mais on l'a juste rendu vulnérable. On a carrément pris une application que tout le monde peut voir en ligne ou accéder. Qu'on a comme pseudo fait un clone, mais qu'on a rajouté des logiques pour se rendre compte que, attends un peu, les vulnérabilités, il y en a, ou que c'est comme tout simplement, on a même jusqu'à un certain point, je me rappelle de la dernière qu'on a faite qui était justement carrément gamifiée, qu'on a fait un jeu interactif que c'était des mimes sur des cartes de tarot, puis il fallait que tu puisses comme briser la logique pour essayer de faire sortir certaines séries de cartes ou une certaine prédiction magique qui t'amenait justement jusqu'au sommet qui était un. C'est comme la prédiction parfaite du tarot, si tu vois ce que je veux dire, là, qui te donnait un flag finalement qui était comme la grande finale, mais pour te rendre là, il fallait vraiment que tu puisses exploiter chaque route chaque type. On avait mis plusieurs types d'attaques différentes du web. Puis le but, il fallait que tu collectes toutes les traces qui t'amenaient toutes à des cartes de tarot différentes, qui avaient un meme différent, avec des puzzles différents, qui, si tu assemblais tout ça, ça faisait le challenge final, finalement. Là. Puis comment votre firewall intelligent réussissait à naviguer là-dedans, puis justement ajouter une difficulté pour les personnes de naviguer dans cette application-là qui était vulnérable? Ben, c'est là que c'était intéressant parce qu'on avait rendu l'application tellement simple que toute l'application complète était profilée par le pare-feu. Fait qu'on pouvait vraiment paramétrer, si on peut dire, la difficulté puis quel type d'attaque qu'on permettait, puis jusqu'à quel degré, parce que c'est ça qui est intéressant de la manière que ça fonctionne. Surtout dans notre cas qu'on utilise du machine learning en mode prédictif, c'est qu'on peut toujours mettre un ratio sur la prédiction de à quel point qu'on veut laisser passer la chose, puis jusqu'où que ça se termine. Fait qu'on a tout le temps un barème qu'on peut jouer avec pour dire, ben le guardrail, c'est ça. Sors pas de ton guardrail. Fait que si tu trouvais une manière de bypasser la chose, ben nous, on pouvait être vraiment spécifique pour dire, ben exemple que c'était un XSS qu'il fallait exécuter. Mais le XSS, ben son guardrail, mettons, qui était jammé à 75%, ben, si tu trouvais une manière d'être juste avant, il n'y avait pas de problème. Mais c'était justement d'être assez subtil pour réussir à passer à côté de ces éléments-là. C'est très intéressant. Là, je vais repivoter sur le fait que tu vas probablement participer au CTF du NordSec, j'en comprends, n'est-ce pas? Puis avec ton team de Cyberchill. De là, puis là, tu as mentionné l'usage du AI. Comment cette année tu planifies? Puis là, comme le podcast va être diffusé longtemps après le NordSec, là, ce que tu vas nous dire ne sera pas connu des personnes qui vont y participer. Comment tu envisages d'utiliser ça? Puis de toute façon, on va faire comme la dernière fois un podcast à la suite justement pour faire une évaluation de comment ça s'est matérialisé, mais c'est comment tu anticipes d'utiliser le AI pour t'aider à gagner des points et être plus sociable aussi. La première chose, c'est sûr qu'il va y avoir un LM Studio d'installer quelque part sur une de mes machines. J'ai pas encore de stratégie de fait ou de montée. Je pense que ça va être. On va l'approcher dépendamment des challenges. C'est sûr et certain que cette année, j'aimerais vraiment beaucoup explorer encore plus. Parce qu'avant, comme on l'a dit, c'était très marginal la dernière fois que je l'ai essayé. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se dessine à l'horizon. J'ai trop vu d'outils. J'ai trop vu d'évolution. Je peux pas croire qu'il
il n'y aura pas certains tweaks. Puis ce que je trouve intéressant, puis là, je voudrais pas ouvrir la can of worm, comme on dit en anglais, par rapport au monde du AI sans filtre. Parce qu'il y a des AI qui vont avoir justement un guardrail pour empêcher de dépasser. Si je lui demande une solution de sécurité, il va se mettre en mode écoute, je peux pas t'aider avec ça. Versus là, on veut avoir de l'aide avec ça, on veut passer à l'autre étape, j'ai hâte de voir avec toute l'addition de ce qui s'est rajouté comme type de modèle non filtré. Puis qu'en plus, à cette heure, c'est rendu beaucoup plus facile de contrôler justement la limite est où, justement. De voir comment on peut peut-être même l'utiliser, voir comparé à la dernière fois qu'on a fait le test, est-ce que ça a évolué? Puis est-ce que ça a évolué à ce niveau-là? Puis après ça, c'est là qu'on peut voir, est-ce que je suis capable de le connecter avec des outils, avec des plugins qui existent déjà? J'ai juste Cline qui me vient en tête rapidement, là, qui est déjà intégré dans mon éditeur de code que je peux lui dire, tu peux-tu faire ça? Tu peux-tu me monter quelque chose? Puis lui laisser la capacité justement de m'outiller directement puis de prendre certaines décisions. Hein. Tu penses envisager même aller jusqu'à développer des des scripts custom, des éléments comme ça qui pourraient justement te donner un edge par rapport aux autres qui n'auraient pas ce genre d'approche-là. Et basé sur tes connaissances aussi, parce que tu l'as bien mentionné, quelqu'un qui ne connaît rien n'est pas avantagé parce que tu as quand même la connaissance qui va avec pour appuyer pour que tes prompts dirigent l'outil à la bonne place. Hein? Exact. Mais puis c'est ça que je suis curieux de jouer avec, de faire comme reality check, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis justement la dernière NullSec qu'on a fait un podcast puis qu'on a vraiment mis ça à l'essai versus aujourd'hui où est-ce que c'est rendu puis où est-ce qu'on peut justement pousser ça plus loin. Là. Ben, les outils ont énormément avancé, fait que c'est sûr que c'est déjà mieux que ce l'était la dernière fois qu'on l'a fait. Là. Il y a eu des bons géants depuis. Puis là, c'est de voir comment tu vas réussir à intégrer des outils. Puis j'ai vraiment hâte de voir ton expérience a posteriori, voir comment tu as réussi à leverager tout ça, parce que il y a un potentiel, mais comme la dernière fois aussi, on avait l'impression qu'il y avait un potentiel, puis c'est avéré que tu as été déçu du résultat parce que finalement, tu n'as pas atteint peut-être le 10e de ce que tu avais espéré d'en tirer. Là. Non, exact, parce qu'on s'entend dans le temps, il y avait beaucoup d'exécutions. On dirait que c'était comme on était à l'ère, je l'appelais l'ère du chatbot dans un sens. Là, que oui, il y avait une certaine intelligence, mais c'était comme plus l'intelligence d'être capable de te répondre quelque chose de cohérent tant qu'à moi. Versus que là, je pense que c'est beaucoup plus opérationnel. J'ai vu beaucoup d'utilisation AI qui m'a impressionné juste dans les dernières semaines. Vu là, un template open source, es-tu capable de me le corriger? Es-tu capable de rajouter ci, rajouter ça ou l'adapter à un nouveau standard? Puis la plupart des prompts sont capables de le faire. Donc, je me dis, je suis curieux, c'est pour ça que je suis curieux de segmenter un petit peu l'expérience en termes de comme est-ce que c'est juste le prompt de base qui va faire de la magie ou est-ce qu'il va falloir que je me rende justement à me faire un coffre à outils, si on peut dire, déjà connecté sur mes propres aux outils que j'utiliserais normalement à main ou comment je pourrais les automatiser finalement. Là. Mais à ce moment-là, est-ce que tu penses faire, te monter des MCP justement tout préfait ou en tout cas live les monter pendant justement l'événement pour te donner la capacité de modeler l'outil à ton besoin? C'est là que je suis rendu dans ma recherche personnelle. Tu sais, je suis rendu vraiment à jouer avec ça de mon côté. Est-ce que je vais avoir le temps pendant la fin de semaine? Probablement pas, parce que on s'entend, c'est du développement qu'il faudrait faire. J'ai pas encore assez fait de recherche sur le sujet, mais c'est exactement là que je suis rendu. Donc, dépendamment de la fin de semaine où ce qu'elle va s'en aller, je pense que ça va vraiment aboutir sur justement la prochaine génération. Puis même personnellement, avec mes propres recherches que je fais en reverse engineering, je commence déjà à y penser justement parce qu'il y a tellement d'affaires mécaniques que je fais sur le pilote automatique que je me dis, j'ai juste hâte de voir la suite de qu'est-ce que je peux faire de plus justement ou comment de job que je peux me sauver ou automatiser justement juste en parlant avec un prompt. Tu sais, les outils, on s'entend, ils ont tous quasiment un mode de ligne de commande ou presque. Il n'y a plus rien, je pense, en informatique qui ne peut pas être rappé. Là, je cherche la bonne expression, mais
qui peut pas être intégré. Enveloppé. Enveloppé, ouais, c'est ça. Mais... Je sais pas si c'est le vrai terme français, mais si on le traduit de façon littérale, c'est ça. Ouais, exact, c'est ça. Mais tu sais, de pouvoir intégrer finalement les outils là, d'une façon en utilisant la programmation finalement. Je pense pas qu'il y ait de limites. Puis je pense qu'on est rendu vraiment à faire des tests qui vont probablement faire avancer les choses puis amener justement un peu à l'hypothèse du départ que j'avais, que comme justement ça. En tout cas, je le souhaite que ça rende les choses un peu plus sociales puis un peu plus justement de ramener le côté intéressant quand j'ai commencé le monde du CTF, de me péter la tête, de devoir partager avec du monde qui avait plus d'expérience pour justement essayer d'apprendre de ce monde-là puis de pouvoir brainstormer sur comment résoudre l'énigme. Je pense que, en tout cas, si ça peut ramener ça, je vais être très heureux de voir la suite. Super cool. Ben, sur ça, on va conclure. C'est sûr qu'on fait un podcast sur le retour ça, parce que j'ai hâte d'avoir les conclusions de ton expérience qu'on a fait exactement la dernière fois, voir. Là, on l'a vu comme ton hypothèse de travail, puis ensuite, on va voir c'est quoi la matérialisation de ton hypothèse ou pas, comme la dernière fois, de découvrir ça, puis voir si tu vas avoir eu le temps de faire des MCP, tu vas avoir le temps d'intégrer les outils, qu'est-ce que tu en es sorti, puis voir comment tout ça va modeler le futur des CTF, du moins au Québec. Avec plaisir. Merci.